C'est l'histoire de jeunes hommes emportés par les remous de l'histoire au moment de la Grande Boucherie de 1914-1918. Acteurs et témoins d'événements considérables, ils furent transportés au gré de l'action et de l'inaction dans une tourmente qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Qui étaient-ils ? Quelques centaines de jeunes Belges venus de tous les milieux sociaux, aristocratiques, ouvriers, sportifs, artistes, bourgeois, paysans, mais tous ardents patriotes, fidèles et turbulents sujets d'un roi débonnaire. Dans tout ce qu'ils vivraient de 1914 à 1918, ils apporteraient la vitalité de leur jeunesse, la fameuse gaieté estudiantine belge, leur bonne humeur gauloise, une intrépidité frisant l'inconscience et une ardeur à vivre, à voir, à comprendre. Ils étaient belges, c'est-à-dire citoyens d'un petit pays pris en tenaille entre les monstres militaires allemands, français et anglais. Et quand la machine mortifère de la guerre mondiale se mit en branle, en août 1914, ce fut sur la Belgique que s'élança le bulldozer géant de l'armée allemande. La violation de leur neutralité provoqua une réponse héroïque de la petite armée belge, qui ralentit suffisamment l'avance de l'ennemi pour mettre en échec son plan de guerre éclair contre la France. À la fin de 1914, cependant, toute la Belgique était occupée par une Allemagne qui se vengeait cruellement de la résistance rencontrée. Toute la Belgique ? Non. Un coin de terre au sud-ouest du pays était encore aux mains des Alliés, vers Ypres et la vallée de l'Isère. Le système des tranchées et des inondations s'était rapidement mis en place et immobilisait pour longtemps un front d'où partiraient périodiquement des offensives meurtrières vouées à l'échec. Chez tous les belligérants, l'on cherchait des armes nouvelles qui pourraient faire la différence sur l'ennemi. Ce fut un militaire belge, le major Auguste Colomb, qui conçut sans doute le premier une force militaire blindée autonome capable de mener de vastes offensives. C'était un moderniste dans un milieu conservateur. Un peu excentrique, il s'était fait beaucoup d'ennemis, mais il parvint à convaincre ses supérieurs de lancer la fabrication d'unités blindées. Au Musée royal de l'armée et d'histoire militaire de Bruxelles, André Filet et une équipe de bénévoles ont reconstitué à l'identique l'une des blindées des autocanons mitrailleuses ACM. On n'est pas les premiers à avoir eu des blindés. Les Français avaient des automitrailleuses, les Anglais, les Italiens, les Russes en avaient déjà. Mais nous, enfin le major Colomb, a voulu créer un corps autonome, donc équipé de camions, de véhicules, de motos, de vélos. Donc ça, c'était le premier corps qui était, si on veut, constitué sur le terrain et qui n'avait besoin de personne d'autre. Il y avait même les ambulances. C'est à Paris, en retrait du front, que tout se mit en place. Le major Colomb sollicita les motoristes, les carrossiers, Minerva, Morse, Peugeot, Infi, Keltner, pour élaborer des engins dont le plus lourd serait l'autocanon. Sur un châssis commercial, on chargea 4 tonnes d'acier, un canon, des mitrailleuses. Les industriels étant pris d'assaut par les commandes en ce début de guerre, l'on ne put sortir qu'une seule unité comprenant 10 de ces monstres combattants. Colomb fit couper chez Paquin, un des fameux couturiers de la ville Lumière, des uniformes élégants et sur mesure pour ses soldats. Et l'on recruta le personnel de cette unité d'élite. Il devait être jeune, athlétique et bien élevé. On affecta tout d'abord au nouveau corps de distingués aristocrates, des champions automobiles, des sportifs de haut niveau, des familiers de la conduite ou de la mécanique. Et puis le bouche à oreille vint parasiter le dispositif et un système de cooptation plus terre-à-terre se mit en place qui fit affluer toutes sortes de profils, du champion du monde de lutte Constant le Marin, aux soldats du rang, parfois déjà décorés de l'ordre prestigieux de Léopold, comme Joseph Plétinx, dit Jeff, et Alexandre Clausen. Il y eut aussi 2 frères, Oscar et Marcel Thierry,
lequel avait à peine 18 ans en 1915 et qui ferait dès 1922 le récit de ces années de guerre. De la rencontre de toutes ces personnalités, un esprit se forma très vite que Marcel Thierry définirait ainsi. Il était entendu que l'on ne devait jamais être pris au sérieux, même quand on y mourait. Et tout ce monde fut envoyé à Paris pour formation intensive. À leur grande surprise, l'arrivée à la gare du Nord fut un triomphe. Les Parisiens n'avaient pas oublié les sacrifices belges face aux terribles Allemands. Ils furent fêtés, adulés, conduits sous les vivas à la caserne voisine de la Nouvelle-France, où ils prirent leur quartier. Le 17 avril 1915, le corps des ACM défila à Longchamp et reçut son drapeau non officiel des mains du général français Clergerie. Le journal du lendemain nota que le défilé a été impressionnant. Ouvert par les cyclistes suivi des motocyclistes, il s'est terminé par les automitrailleuses et les autocanons, roulant à 25 km à l'heure. Dans la conception de Colomb, cette vitesse était essentielle. Si, comme il en est question en ce moment, l'armée franco-anglaise prenait l'offensive, et si la Belgique devait y participer, ce serait au groupe d'autocanons mitrailleuses à pénétrer les premières en rase campagne, suivies et soutenues par les divisions de cavalerie pour frayer la voie aux divisions d'armée effectuant leurs poursuites tactiques et stratégiques. Dans une de ses descriptions, il parle d'une unité autonome qui n'a besoin d'aucun support extérieur et qui peut, dans les combats, avancer vers l'ennemi. Il parle même de plusieurs véhicules de front. Donc, on voit bien qu'il avait prévu ces guerres modernes style Blitzkrieg. Malheureusement, cette guerre de mouvement n'avait plus lieu d'être. Le corps des autocanons en fit la cruelle expérience. Envoyé sur le front belge de l'Isère, il cantonna plusieurs semaines dans le village des Mouères sans être engagé une seule fois dans les combats. Le roi Albert lui-même ne semblait guère prêter attention à ce groupe qu'il ne passa pas même en revue. Quoi qu'il en soit, quand un attaché militaire russe, le capitaine Presbiano, fit devant lui l'éloge de ce corps qu'il avait vu à la manœuvre, il lui répondit « Vous le voulez ? Je vous le donne ». La grande alliée russe souffrait en effet terriblement face à la puissance des empires centraux, en particulier par manque d'équipements modernes. Seul hic, c'est que tous les militaires doivent être volontaires pour partir en Russie. Et à ce moment-là, plus ou moins la moitié du groupe décide de ne pas partir. Pour certains, je suppose que leur sens d'aventure n'était pas assez grande. Pour d'autres, surtout beaucoup issus de la noblesse, ils estimaient qu'il n'y avait pas assez d'honneur à récolter sur les champs de bataille en Russie et ils ont préféré de rester en Belgique. Plusieurs d'ailleurs sont rentrés dans l'aviation et qui ont effectivement eu des grandes carrières dans l'aviation militaire belge. Les machines et les 361 soldats, ainsi que de nombreux ouvriers, embarquèrent à Brest le 20 septembre 1915 dans la liesse populaire, sur un navire britannique de transport de bétail très rapidement aménagé pour le transport de troupes, le Ray Castle, à destination d'Arkhangelsk, tout au nord de la Russie, en faisant un vaste détour au nord de la Grande-Bretagne pour éviter les sous-marins torpilleurs allemands, les U-boats. Un soldat écrit dans son journal. C'est la grande et belle aventure. Nous sommes radieux. Debout sur le pont, nous répondons joyeusement aux milliers de mouchoirs qui s'agitent, nous souhaitant heureux voyage et bonne chance. Au son de la Brabançonne et de la Marseillaise, notre navire s'éloigna lentement des quais, traversa la rade. Les dernières acclamations nous arrivèrent de plus en plus faibles, comme dans un beau rêve d'apothéose.
Malheureusement, les conditions de la traversée furent éprouvantes. Le ravitaillement n'avait pas été prévu en quantité suffisante, loin de là. Le trajet dura plus longtemps que prévu, et bientôt la faim tenailla les passagers autant qu'un froid intense contre lequel ils n'étaient guère équipés. Un soldat écrit dans son journal. Il ne reste presque plus rien à manger. Les hommes vont à fond de cale, à la recherche de biscuits traînant parmi les bagages. Quelques pommes de terre sont cuites dans l'eau de mer. Un fort mécontentement grandit parmi la troupe. Alors qu'ils touchaient au but, les hommes eurent une épreuve de plus à franchir. Une tempête formidable leur interdit l'accès de la rade 4 jours et 5 nuits durant. Durant tout ce temps où nous ne pouvions pas et nous n'aurions pas su non plus monter sur le pont, nous avons passé les plus mauvais moments de notre existence. Les scènes que j'ai vues là, je ne saurais les décrire. Des centaines d'hommes constamment en prière et à genoux, implorant Dieu et tous les saints de les sauver, faisant des promesses et des vœux. Mais soudain, le 2 octobre 1915... Au loin, là-bas, devant nous, un éclatement d'or. C'est Arkhangelsk. Ils furent accueillis dans un profond recueillement par l'impressionnant hymne tsariste. Alphonse von Vickert, un ouvrier spécialisé, raconte que ses camarades répondirent aux hymnes russes et belges par une chanson paillarde. Déjà s'était installé parmi les membres de l'unité un esprit particulier, fait de bonne humeur, de crânerie et d'impétuosité, un esprit gaulois à tous les sens du terme. Après un long transbordement, ils rejoignirent un luxueux cantonnement à Peterhof, non loin de Saint-Pétersbourg, rebaptisé Petrograd pour ne pas sonner trop allemand. Ils étaient logés dans une des résidences royales. Ils furent reçus et fêtés dans les prospères colonies belges de la capitale impériale. L'enthousiasme qu'il y a eu ici pour notre réception est indescriptible. On nous portait en triomphe. On est en train même d'organiser au Théâtre Impérial une grande fête artistique en notre honneur. Clément Rancy précise. Le chien mitraille accompagne dans ses voyages l'un ou l'autre groupe de mitrailleurs et porte à son collier un titre de permission ainsi libellé. Le soldat mitraille est autorisé à circuler dans Petrograd de telle heure à telle heure. Mitraille fera partie de la compagnie cycliste durant toute la campagne. Honneur suprême, ils furent même passés en revue par le tsar lui-même, dans la résidence impériale de Tsarskoïe-Selo. Le tsar arrivera dans un traîneau fort simple, attelé de 2 chevaux noirs. Marcel Thierry raconte. Il monta même dans une blindée, et comme l'escalade du blindage n'était pas facile, le chef de la pièce, Volkert, dans le civil agent de police à Ostende, ne craignit pas d'y aider en appliquant aux fesses impériales une solide poussée. Enfin, au printemps 1916, ils partirent via Moscou pour les champs de bataille de la Galicie, au sud de l'immense ligne de front qui s'étirait de la Baltique à l'Oural. L'armée russe avait subi face aux Allemands au début de la guerre de cruelles défaites au nord-ouest. Elle tentait de prendre l'avantage au sud face aux troupes de l'Empire austro-hongrois, composé d'un ensemble hétéroclite de nationalités, bosniaques, tchèques et autres slovènes. Les Autrichiens et les Allemands avaient, eux, renoncé provisoirement à lancer aucune offensive d'envergure vers la Russie et concentré toutes leurs forces sur Verdun, à l'ouest. C'est ainsi qu'ils avaient fortifié leur position galicienne de façon très puissante, avec des nids de mitrailleuses et des réseaux de tranchées durables. Les Belges arrivèrent au moment où le général Broussilov lançait une offensive qui devait percer cette ligne de défense. Bien qu'elle fût nettement plus nombreuse que ses adversaires, l'armée russe souffrait d'un considérable déficit d'artillerie et c'est par dizaines de milliers que les moujiks se faisaient massacrer en montant à l'assaut des défenses ennemies. L'état-major russe avait beau jeu d'affirmer que
Notre artillerie lourde, c'est le courage du fantassin. Dans les faits, il comptait surtout sur un règlement de fer qui permettait aux officiers de tirer sur les soldats qui refusaient de monter à l'assaut. Les Belges ont toujours lutté pour être reconnus d'un côté comme soldats belges et effectivement aussi comme soldats à qui on doit un certain respect. Ce qui n'est pas le cas pour le pauvre soldat russe qui peut être fouetté, puni, battu à n'importe quel moment par ses officiers pour une raison valable ou pas. À peine débarqué en Galicie, cependant, un coup de théâtre se produisit. Le flamboyant major Colomb venait d'être dépossédé de son commandement. Il était rappelé à l'ouest, mis à la retraite et remplacé par un officier moins voyant mais de grande qualité, le major Semé. Les causes de cette sanction sont encore aujourd'hui sujettes à discussion. On parle d'une incompatibilité d'humeur avec l'attaché militaire belge auprès de l'état-major russe, le général de Rickel, aux conceptions moins modernistes. La Galicie était une province rurale, actuellement en Ukraine. La ville principale était en Autriche Lemberg, Lvov pour les Russes, Lviv pour les Ukrainiens. Les ACM cantonnèrent tout d'abord à Tarnopol, puis Zbaraz. Nos jeunes Belges découvrirent un pays rural archaïque, peuplé de paysans rutaines et, dans les villes, de nombreuses communautés juives askénazes qui provoquèrent leur étonnement. Impression sur le vif dans une lettre expédiée de Zbaraz par Marcel Thierry. Imaginez, dans un bourg qu'encombrent les échoppes de marchands juifs, entre les maisons blanches à l'allure orientale, au milieu de cette foule bigarrée qui parle le polonais, le yiddish et l'allemand tour à tour. Imaginez le passage d'un cosaque, incliné sur son petit cheval mandchou qui l'emporte de son trot égal, tandis qu'un immense convoi de ravitaillement a fait halte sur le bord de la route. Vous représentez-vous ce que ce tableau a de vivant, de nouveau, de pittoresque à nos yeux ? Ils apprirent à connaître aussi les soldats russes auprès desquels ils combattraient. Le soldat russe est en général d'une ignorance fantastique. Il nous parut très discipliné, froid, bon, mais peu enclin à fraterniser. Tout d'ailleurs nous séparait, la langue et les mœurs. Ils fraternisèrent davantage avec les cavaliers cosaques, en qui ils reconnaissaient leur propre effronterie, une forme de légèreté dans les horreurs de la guerre. Entre eux et nous, on a découvert des affinités curieuses. Ils sont plus débrouillards que les autres, ils n'ont pas la même passivité résignée. Ils sont aussi plus carottiers, plus chapardeurs, et nous fraternisons bien plus avec ces demi-asiatiques aux yeux bridés qu'avec les Européens de l'armée régulière. Ils sont fiers de notre amitié et viennent chaque jour nous chercher pour monter à cheval avec eux. Ils eurent le temps de se connaître au demeurant, car là aussi, ce fut l'attente qui prévalut sur l'engagement militaire. En dépit de l'annonce de l'offensive, rien ne se profilait. Les Belges trompaient l'ennui comme ils pouvaient. Enfin, le 31 mai 1916 à minuit, le major Semé fit rassembler tous les hommes et leur adressa une courte allocution. C'était aux ACM que revenait l'honneur de régler un petit arriéré de compte avec les Autrichiens qui, avant toute déclaration de guerre, avaient prêté l'aide de leur grosse artillerie aux Boches devant Liège et Namur. Le 4 juin, l'heure du baptême du feu avait sonné. Les premiers moments d'engagement aux côtés des troupes russes à Vorobievka
furent des succès. Hélas, les pertes affectèrent déjà le corps. Le premier héros mort au feu fut le soldat Jacques de Becker, tué alors qu'il tentait à découvert d'accrocher un filin de remorque à l'arrière d'une blindée dont le train arrière s'était cassé. Car les voitures belges, des mastodontes de plus de 4 tonnes, comptaient un sérieux talon d'Achille, les châssis, qui peinaient à soutenir le poids des blindés. Leur pont arrière était très fragile et mis à rude épreuve lors des déplacements à travers champs ou sur des chemins sauvages. Lorsque ce pont cassait, il fallait s'extraire de la protection du blindage pour effectuer les réparations et s'offrir au feu ennemi. C'est ce qui advint malheureusement. Comme toujours, l'être humain n'invente que très peu de choses, mais perfectionne ce qu'il connaît. Donc, ce véhicule est un perfectionnement d'un carrosse, parce qu'on voit très bien que le cheval, à la place du cheval, on a mis un moteur, que l'embrayage est une pièce qui a été ajoutée après, que la boîte de vitesse a encore été ajoutée, etc., etc. Et ce n'est qu'après la guerre de 14 que véritablement on a refondu tous ces concepts et que l'on a réalisé les voitures modernes, entièrement équipées dès la sortie de l'usine. La prise des villages de Zborov, de Zebrov et de Jezerna, après une bataille des autocanons contre un train blindé, montrèrent cependant les qualités offensives remarquables du corps belge. L'unité, cependant, ne fut jamais utilisée comme un corps d'attaque global, mais plutôt comme un élément de reconnaissance, de diversion ou de pilonnage des nids de mitrailleuses. Souvent, la reconnaissance était faite par des cyclistes ou des motocyclistes, et puis on envoyait quelques blindés, un peu disséminés malheureusement, mais je crois que c'était impossible d'attaquer de front, vu que ça ne roulait que sur des petites routes qui n'étaient pas très larges. Donc ils étaient à 2 ou 3 véhicules maximum pour aller combattre. Étant donné l'état du terrain accidenté et bourbeux, le corps réalisa des prodiges et son enthousiasme le rendit populaire parmi les combattants russes. Le général Goutor, dont il dépendait, se déclara dans un discours en mauvais français « l'amant de tous les Belges ». Des croix de Saint-Georges furent distribuées. Zwistselniki fut le dernier grand choc de la campagne de 1916 pour les Belges et un échec cuisant pour les Russes. Récit du docteur Brassine. Pendant 3 jours, les environs de Zwistselniki seront les témoins d'un combat implacable. Le 17, l'attaque russe porte des coups terribles à l'adversaire. Nos blindés l'accompagnent jusqu'aux barbelés allemands où, par tir accéléré, elles font sortir l'ennemi de ses abris. Hélas, la pluie qui n'a pas cessé de noyer le champ de bataille contrarie de plus en plus le travail de nos véhicules. Bientôt, malgré l'action inachevée, ils doivent s'arrêter en bordure de véritables marais où ils risquent de s'enliser. Des multitudes de blessés refluent vers les postes de secours en bande pitoyable. Et des morts par milliers. La division transamourienne qui nous entoure voit son effectif fondre de 15 000 à 2500 baïonnettes et à 17h, elle reçoit l'ordre de s'opposer encore à la contre-attaque prussienne. La contre-attaque est sérieuse et ce 3e jour de combat risque de se transformer en retraite désordonnée. Déjà, l'infanterie russe est rejetée dans ses tranchées de départ. Un seul rempart peut triompher encore de la débâcle. Mais quel rempart! Les Cosaques! Les Cosaques qui, par la lance et le feu, arrêtent la débandade du fantassin, épuisé par 3 journées de lutte implacable sur un sol détrempé. Les Belges perdirent Von Esch et l'autocanon de Constant le Marin, en très mauvais état, fut emmené par l'ennemi. Dans ce combat tombèrent d'autres braves. Le chef de pièce de Grepp, mortellement blessé, demanda puis ordonna à ceux qui lui portaient secours au péril de leur vie de le laisser là. Rien n'y fit. Ils refusèrent et restèrent auprès de lui. Il commença à râler
écoutant et branlant la tête aux encouragements que lui prodigua inlassablement son ami d'enfance, Keifer. Il se sentit mourir et eut encore la force de dire avec un dernier geste en direction de l'ennemi « Charlet, tu diras à maman que je n'ai jamais eu peur d'eux. » Récit du médecin Brassine. Le sacrifice de De Grepp, d'Homme, de Tournay et Georges n'avait pas été vain. Il avait fait plus pour le renom des ACM que tous ces mois de présence de Tsarkoye-Selo, Asbaraz, de ces mois animés seulement de pauvres parades, de tant d'inutiles défilés. Aujourd'hui, la Russie a découvert la Belgique. De là, du 14 août au 2 septembre, les Belges furent constamment engagés dans des actions contre l'ennemi. Globalement, l'offensive Broussilov de 1916 permit une avancée. Mais à quel prix ? Des centaines de milliers de morts ensanglantèrent les champs de bataille. Les Belges y tinrent leur parti avec panache et y payèrent un lourd tribut à la mort. L'action des autoblindés belges avait eu des échos dans toute l'armée russe et même jusqu'en Belgique. L'hivernage 1916-1917 se fit à Jezerna, bourgade conquise durant l'offensive. Jezerna, la terre promise. Pas de femmes ici, pas de café, pas de restaurant, pas de théâtre, pas de tramway, voire de trottoir. Jour de misère dans les villages gluants de boue. Pour noircir encore ce sombre tableau, les premières gelées sévissent déjà, annonçant le terrible hiver russe. Marcel Thierry. Nous parlons souvent du pays entre nous. Nous en parlons sans tristesse, parce que nous n'évoquons que les belles heures vécues là-bas. Et sans regret, parce que nous sommes confiants dans la vie, dans l'avenir. Chose curieuse, nous sommes tous certains de rentrer chez nous, dans un temps rapproché, le plus naturellement du monde. À aucun moment nous ne nous représentons que la mort peut nous coucher dans la froide terre de Galicie, si loin des nôtres. Et à nouveau, ce furent la Noël et le Nouvel An, et l'occasion de réunions bruyantes. 1917. Une nouvelle année vient de s'ouvrir, et de nouveau, on se demande un peu anxieusement ce qu'elle nous apportera. Ils n'eurent pas longtemps à attendre. Au mois de février, un événement incroyable se produisit. En quelques semaines, le régime tsariste fut emporté par une révolution démocratique qui était aussi un coup d'État militaire. La nouvelle de la chute de la monarchie parvint peu à peu dans les cantonnements de Galicie et les ACM eurent la surprise de voir soudain ses conséquences dans leur entourage. L'incroyable nouvelle de la déposition du tsar et l'irruption de la démocratie furent d'abord saluées avec enthousiasme. Le 5 mars 1917, Marcel Thierry écrivait à ses parents. Vous êtes au courant de la transformation grandiose qui vient de s'accomplir en quelques jours avec un minimum de désordre dans l'Empire russe. Mais il est difficile d'imaginer l'excellente impression que cela produit sur l'armée. Nous vivons vraiment une époque digne de 89. Et je pense que nous avons fait en 15 jours un pas énorme vers la fin de la guerre. Tout d'abord, ce furent les journaux russes de la capitale, traduits par les deux interprètes du groupe belge, qui expliquaient les événements. Puis soudainement, au début du mois d'avril, une première manifestation en l'honneur de la libération du peuple russe s'organisa. Le tout sous le regard ébahi des ACM. Un soldat écrit. Près de la place de l'église, un groupe de soldats belges, sortis sur le seuil de leur cantonnement, sont l'objet d'une ovation frénétique. Ne sommes-nous pas, pour eux, une personnification de la liberté ? Peu à peu, toutefois, l'autorité des officiers russes fut contestée par les comités de soldats, alors que depuis leurs tranchées, les Allemands et les Autrichiens incitaient à la fraternisation. L'organisation de l'armée sembla se déliter. L'ambiance tournait. Maurice Roger se souvient. L'existence d'un courant pernicieux qui excite les plus vils sentiments de l'individu est indéniable. On sent une activité sourde qui tend à saper la notion de l'autorité,
Une appréhension vague née de l'apathie des chefs militaires. On voudrait voir des actes constructifs, voir renaître la discipline et l'ordre dans les unités. Mais le haut commandement reste passif et ne semble donner aucune directive. Tout cela ne passe pas sans laisser une impression profondément pénible sur notre petit groupe à la mentalité occidentale. À Pétrograd, cependant, il sembla que l'homme fort du nouveau régime était le socialiste Alexandre Kerensky. La question du maintien de la Russie dans la guerre se posait. Kerensky y répondit en réclamant une offensive renouvelée. Il opéra une vaste revue des troupes sur le front qu'il vint galvaniser par ses discours. Un soldat belge se souvient. Nous sommes là plusieurs milliers d'hommes. Une immense acclamation monte vers le ciel. Mais voici qu'il parle et, instantanément, l'on comprend sa puissance. Il parle d'idéal, de liberté, de la conscience nationale enfin délivrée de ses chaînes. Et au milieu d'un délire enthousiaste, il annonce la grande offensive victorieuse que conduira le grand général aimé de tous, Broussilov. Malheureusement, l'effet de ces harangues ne fut guère durable. L'armée russe était déjà démobilisée. Elle ne comprenait plus les buts de cette guerre. C'est dans ce contexte que l'offensive prônée par Kerensky fut lancée. La 16e division se dirigea vers le village de Konyuki, où elle devait faire une brèche une fois les premières positions enlevées. La batterie belge qui se rendit dans le village s'aperçut rapidement qu'elle n'était plus couverte par la batterie d'artillerie russe qui devait l'accompagner et qui s'était repliée sans crier gare. C'est ainsi qu'ils furent balayés par le feu ennemi. La bataille de Konyuki, c'est vraiment le jour noir pour les autocanons, le jour noir de toute la campagne, où ils perdent plusieurs voitures en une journée et il y a eu plusieurs morts et encore plusieurs autres qui sont mis hors combat le jour de la bataille de Konyuki. Le soldat Roselt eut la tempe trouée, Leuchter fut décapité, Servais et Oskar Thierry parurent mortellement blessés. Il y eut encore 7 autres blessés. Une blindée fut coupée en deux. Sur tout notre front, l'offensive, déjà si coûteuse pour les Belges, a piétiné. Elle sera reprise 4 jours plus tard, après qu'on aura renforcé ou relevé les régiments russes les plus éprouvés. Les Belges avaient reçu une nouvelle blindée au cours de l'hiver, une autocanon russe de marque Fiat. Constant le Marin en était le chef de pièce. Il crut pouvoir s'avancer impunément, mais le blindage fut bientôt percé par les balles spéciales et le chauffeur Godefroy fut tué à son poste de pilotage, tandis que Constant le Marin était frappé sur tout le corps par des éclats de balles qui se brisaient à l'intérieur du véhicule. La voiture fut abandonnée et Constant traîné jusqu'au fossé proche par ses 2 équipiers encore valides. Les troupes russes avaient subi de fortes pertes et furent remplacées par de nouvelles unités plus fraîches. Or, ces nouvelles unités venues de l'arrière ne semblaient pas à la hauteur de la tâche et elles perdirent rapidement des bénéfices engagés par leurs prédécesseurs sur le front. Les armées austro-allemandes ne poursuivirent pas les fuyards, toutes occupées qu'elles étaient de transférer leurs divisions vers le front de l'Ouest. Clément Rancy écrit : C'était parmi les Russes la panique suivie de la débandade. La mort dans l'âme, nous dûmes céder à notre tour. Après une résistance désespérée, notre corps fut entraîné par le flot grandissant et énorme de fuyards. Dans la débâcle générale, Marcel Thierry se lança à la recherche de son frère Oscar, grièvement blessé, qui avait été évacué vers l'arrière. J'ai la chance de le découvrir 3 jours avant la chute de Tarnopol, absolument seul, dans un hôpital désert de cette ville, dans une longue salle et un paysage blanc de lits vides, dévasté par la hâte d'une évacuation en désordre. Au terme de cette retraite, qui ne cessa que par le manque d'ardeur des poursuivants, un nouveau coup de tonnerre retentit. Le chef de corps, le major Semet, lui aussi en délicatesse avec le général de Rickel, était démis et rappelé en Belgique comme son prédécesseur Colomb. Il était remplacé par le capitaine Rose. À ce moment, les soldats belges ignoraient que leur rôle dans les combats du front oriental de la Première Guerre mondiale était terminé.
Au mois d'octobre, la révolution passa aux mains des bolcheviks. Lénine avait annoncé qu'il irait vers l'armistice et la paix de Brest-Litovsk. Le corps des ACM reçut l'ordre du roi Albert de plier bagages et de rejoindre le front occidental. Organisé par les autorités militaires russes, le rassemblement du groupe ACM s'effectua à Volotchik, puis à Kiev. Pour les autocanons belges, le passage à Kiev fut un épisode douloureux. Le pays entrait dans l'anarchie. Les nationalistes ukrainiens, soutenus par l'Autriche, avaient déclaré l'indépendance, investi la capitale Kiev et réduit les bolcheviks. Les Belges découvrirent une ville saturée de réfugiés, de déserteurs et de blessés de guerre en tout genre. Bon, c'était des combattants. Ils avaient connu la guerre des tranchées en 14 sur l'Isère, quand ils se sont retrouvés tous à Kiev, qu'ils ont eu le plus peur. Et où ils n'avaient pratiquement plus de nourriture, ils devaient se débrouiller tout seuls. Hein. Et ils étaient tiraillés entre les Russes d'un côté, le Soviet, et de l'autre côté par les Ukrainiens. Hein. Ils trouvèrent refuge dans le monastère Saint-Michel. Ils étaient dans la situation d'être des combattants dans un pays qui pactisait avec l'ennemi. En tant que pays neutre, il leur était interdit de prendre parti pour l'un ou l'autre camp. Ils résistèrent héroïquement aux convoitises qu'excitait leur matériel. Le couvent Saint-Michel passa ainsi 3 fois aux mains des bolcheviks et 2 fois à celles des Ukrainiens en seulement 2 jours. La situation tourna au cauchemar quand Kiev fut bombardée puis prise par une armée bolchevique commandée par le sanguinaire Mouraviev. Marcel Thierry. Les bolcheviks ont pris Kiev aux Ukrainiens, et ça a été une semaine d'une inouïe sauvagerie. Ce qu'on voit au front n'est rien à côté de ces horreurs. À la sortie du palais Alexandre, des scènes horribles s'offrirent à nos yeux. La terrasse et le rond-point devant le palais, sous la fenêtre de Mouraviev, étaient transformés en abattoirs d'hommes. On amenait les victimes par groupe de 20 ou de 30. On les parquait tous dans la cour du palais et, sans jugement ni procès, ils étaient abattus à bout portant comme des chiens. Par un incroyable concours de circonstances, cependant, ils obtinrent l'autorisation de quitter la ville. Il n'y avait cependant plus aucun argent. Certains montèrent une distillerie clandestine et fabriquèrent une vodka belge qui connut un vaste succès commercial et leur permit d'acheter des vivres en quantité. Le système D à la belge. Cependant, les autorités ne voulaient pas laisser partir les ACM avec leurs engins, et il leur fallut la rage au cœur détruire leurs vieilles autos blindées qui ne devaient tomber aux mains d'aucun des camps rivaux. Ils ne conservèrent que leurs carabines et leurs munitions. Grâce à des prodiges d'industrie, les Belges parvinrent à composer un train et à l'alimenter en provisions de toutes sortes. Le départ de Kiev s'effectue dans une ambiance de panique. Les Allemands, alliés des nationalistes ukrainiens, sont en passe de conquérir la ville et les habitants suent l'angoisse. Note le soldat Van Eyck. Je n'oublierai jamais ces journées de fuite, car c'était bien cela. Une fuite vers l'inconnu, préférable à la terreur que nous avions touchée du doigt sans pouvoir intervenir. À chaque arrêt du train, à chaque halte, à chaque gare, les nouvelles les plus extraordinaires étaient colportées et chacune de ces nouvelles avait un fond de vérité. Groupe de 300 hommes, perdus parmi les millions de Russes en folie, nous observions silencieusement le processus de cette immense débâcle. L'ambassadeur de Chine était parmi les fuyards. Il apprit au capitaine Rose que la route de l'Ouest était coupée et celui-ci ordonna alors le départ vers l'Est et Vladivostok. Un voyage mouvementé commençait. À chaque halte, l'on devait négocier âprement avec les comités de soviets locaux qui exigeaient des Belges qu'ils remissent leurs armes. Tantôt ils s'en sortirent par une plaidoirie passionnée devant un soviet, tantôt par l'intimidation de 350 hommes armés jusqu'aux dents et décidés à ne pas se laisser désarmer en pays dangereux. Dans la ville de Tchita, ils furent cette fois sauvés par les Cosaques sibériens qui avaient combattu avec eux en Galicie. Afin d'éviter les ennuis continuels avec les autorités soviétiques,
l'on décida de prendre vers Karbin, en Mandchourie. La Chine combattait aux côtés des Français, Belges et Anglais. Un officier se rendit dans la plus proche ville chinoise chercher de l'aide. Les ACM se voyaient déjà finir le voyage à pied. Dans l'après-midi du 25 mars, un sifflet au loin dans le désert. C'est, sous un immense drapeau blanc, un magnifique train chinois de wagons à couchettes, insolite dans la longue plaine de sable, tout vernissé et brillant au soleil du soir, avec un peloton chinois en armes, qui dès l'arrêt se forment avec agilité pour nous rendre les honneurs. Acclamations, petites réactions émotives et tout de suite déménagement d'un train à l'autre. Installation de ces beaux wagons neufs. Notre épanouissement est à son comble quand nous découvrons qu'ils ont été construits à Charleroi, en Belgique. Le soulagement des Belges fut énorme en touchant la ville de Karbin, aujourd'hui Harbin. L'ère des privations s'achevait dans cette ville cosmopolite qui offrait un nouveau spectacle des paysans. Et ce jour-là, ce fut une cuite générale parmi tout notre détachement. Marcel Thierry. Imaginez notre joie, à nous qui ne connaissions depuis des mois que l'effrayante misère où la Russie est réduite, lorsque nous avons retrouvé ici l'abondance et la vie large du temps de paix. Nous sommes donc en Chine, c'est-à-dire dans un pays qui n'a pas souffert de la guerre. Pourtant, Karbin ne manque pas d'intérêt avec sa population grouillante d'aventuriers et d'industriels plus ou moins pirates. De nouvelles instructions permirent aux Belges de trouver une porte de sortie grâce à une invitation des États-Unis. Ils durent rejoindre Vladivostok de nouveau par le train. Marcel Thierry. Halte pittoresque dans 2 petites stations de cette région sauvage. On lie rapidement des amitiés avec les officiers de Semenov. Amitiés si chaudes que 4 d'entre nous ne peuvent résister à l'invitation, fortement arrosée, d'aller chasser le tigre dans les montagnes blanches. On ne les reverra que 3 ou 4 ans plus tard en Belgique. Lorsque le train belge acheva cette dernière étape et atteint les rivages du Pacifique, Les 300 mitrailleurs ont retrouvé le cri des soldats de Xénophon. « Thalassa! Thalassa !» note avec poésie Maurice Roger. Ils furent pris en charge sur le beau Sheridan, un confortable navire qui faisait la liaison entre les Philippines et la Californie et qui s'était dérouté sur Vladivostok pour les prendre à son bord. Le 25 avril, du pont du Sheridan qui a levé l'ancre à midi, nous voyons s'éloigner la terre russe. Nous y aurons un peu langui, beaucoup ri, aimé peut-être, combattu, peiné, risqué, vu tomber nos frères et les meilleurs d'entre eux. Au total, nous y aurons vécu les 30 mois de notre jeunesse les plus ardents et les plus riches en souvenirs. Et nous garderons d'elle, des peuples russes et de la vie russe, un amour plus fort que l'amertume des revers et des déceptions. Elle sera pour nous à jamais la terre de nos 3 grandes années. Les États-Unis venaient juste d'entrer en guerre et l'arrivée d'un corps d'anciens combattants à San Francisco, les premiers à fouler la terre américaine, qui plus est rescapés de la sauvagerie bolchevique, enthousiasma les foules. Donc ils sont utilisés comme outil de propagande pour soutenir la participation américaine. L'Amérique qui a quand même été un peu hésitante pour entrer en guerre. Je pense que ça tombait bien pour les autorités américaines qui avaient justement ces vétérans belges bien décorés qui rentraient sur leur territoire pour faire tourner leur machine de propagande à pleine vitesse. En arrivant aux États-Unis, ils sont accueillis comme des stars. Toujours amusé, le soldat Constant Stierce s'en souvient. Il paraît que la presse fait une publicité formidable depuis quelques jours sur notre prochaine arrivée dans la ville. Les journaux ont développé, à la mode du bluff américain, des histoires de bravoure, d'héroïsme fantastique à notre adresse. Toute la gloire des éloges formulés pour l'attitude du roi Albert en 1914 retombe en gerbes fleuries sur nous, poignée de soldats belges, qui faisons la plus fantastique des randonnées pour changer de front.
La réception de San Francisco fut triomphale. Défilés, réceptions, visites se succédèrent. Les jeunes Belges passaient ainsi sans transition des terres les plus déshérités qui soient, la Sibérie, aux plus modernes et dynamiques du monde. Quel vertige! Les conditions de cantonnement avaient bien changé aussi, avec l'abondance américaine. Nous sommes choyés, nourris comme des princes. Et si nous ne nous rattrapons pas avec un régime aussi soigné, je ne sais vraiment pas ce qu'il nous faut. Commente Steers. Le 20 mai, le convoi entama sa traversée de l'Amérique, rythmée par les défilés et les présentations diverses. Clément Rancy. Traversée du lac Salé sur un talus en remblai. Arrêt à Salt Lake City, chez les Mormons, avec le programme habituel terminé par un concert d'orgue dans le temple. Étape suivante, Cheyenne, dans les montagnes rocheuses, cité des cow-boys, qui nous donne une séance d'exhibition. Ce sera ensuite Omaha, où après le défilé habituel, il nous sera servi un banquet suivi d'un discours auquel je ne comprends rien. Ce furent ensuite Des Moines et Chicago. Steers. Chicago, soit dit en passant, nous fait écarquiller les yeux. Ici, on commence à voir des gratte-ciel. Le gouvernement américain, désireux de nous être agréable, nous offre la visite des chutes du Niagara. Pourtant, une forme d'overdose se manifesta de toutes ces festivités. Steers. Ce n'est plus ça du tout. Nous devenons mécontents. Est-ce parce que nous nous trouvons devant un fait réel que le voyage touche à sa fin et que, bientôt, nous allons à nouveau être accaparés par la formidable machine des armées en guerre ? Le 5 juin, les Belges effectuèrent un défilé sur la 5e avenue, suivi d'une réception à l'hôtel de ville. Ils retombèrent brutalement sur terre en montant sur le pont de la Lorraine, un bateau français où ils voyageraient à fond de cale. Steers. Notre traversée de l'Atlantique New York-Bordeaux se fait dans des conditions passables. Nous revenons aux démocratiques 3e classe réservées aux soldats, c'est-à-dire que c'est fini d'être considérés comme des objets de valeur. Nous redevenons comme les autres. Les 350 ACM sont repris par les engrenages de la formidable machine de guerre qui, ayant à s'occuper de millions d'hommes, ne peut faire d'exception pour une poignée qui dans la masse ne représente qu'une brindille d'herbe dans une prairie bien fournie. Ils touchèrent Bordeaux après un tour du monde complet. En 3 ans, la ligne de front n'avait quasiment pas bougé, alors que des millions de jeunes hommes avaient trouvé la mort. L'accueil à Bordeaux fut simple et digne. Dans un pays saturé de deuil et d'héroïsme, que comptaient ces 350 combattants ? À Bordeaux, nous attendait un délégué des autorités militaires belges du Havre. Congratulations, mais accueil réservé néanmoins, vis-à-vis de soldats qui, ayant vécu parmi les bolchevistes, ramenaient peut-être les germes du virus et qu'il serait dangereux de laisser reprendre place dans les unités engagées sur le front. À Paris aussi, ils passèrent inaperçus. Les terrasses qu'ils fréquentaient en 1915 débordaient à présent de soldats de toutes les nations et leur passage triomphal de 1915 était comme oublié. Ils furent regroupés en Normandie, à eux. Comme il s'en doutait, le général de Riquel avait invité les autorités belges à se méfier de ceux qui avaient frayé de si près avec la révolution russe. Mais ils ont été vraiment virés pratiquement et ils ont été tous renvoyés dans leurs unités. Donc on leur a donné 2 mois de congé et on les a vraiment laissés de côté. Et c'est pour ça que dans la plupart des manuels belges ou français, on ne parle jamais des autocanons. Au même moment, l'Allemagne tentait une attaque d'envergure pour l'emporter avant que les Américains ne soient déployés en force. Le 15 juillet 1918, le corps des autocanons blindés fut dissous et l'on accorda au plus grand nombre de ses membres une permission de plusieurs semaines. Quelques-uns eurent encore l'occasion de se distinguer dans les combats en octobre et novembre 1918, juste avant l'armistice. Ironiquement, ce fut en grande partie par les tanks de nouvelle génération que la guerre fut remportée par les Alliés. Parmi les améliorations techniques, le chenillage des roues fit toute la différence. Après la guerre, le souvenir de l'épopée s'éteindra peu à peu malgré la fondation d'une fraternelle destinée à maintenir le souvenir. Certains publieront leurs mémoires. Ils connaîtront des destins bien différents, poètes, ambassadeurs, missionnaires, ministres, dirigeants syndicaux, champions olympiques,
aventuriers, résistants, déportés, mais aussi collaborateurs entre 1939 et 1945. Mais ils garderont entre eux des liens ineffables tissés par une camaraderie exemplaire dans les pires tempêtes du siècle. Une petite maison de Lompré dans les Ardennes belges a hébergé pendant presque 100 ans le siège de la Fraternelle des autocanons. Sa dernière présidente, Virginie van der Stichel, est défunte au mois de janvier 2017. Elle avait fait à son père, sur son lit de mort, la promesse de raconter l'histoire du corps auquel il avait appartenu. Ce film tient un peu cette promesse.